Durant les derniers mois, on a vu Twitch évoluer à une vitesse folle. Entre fails d'anthologie, nouveaux arrivants pas toujours les bienvenus et nouveaux formats qui viennent bousculer les codes de la plateforme, que se passe-t-il sur Twitch et pourquoi est-ce que d'un coup tout bouge? Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un petit peu tout ce bazar. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tout le monde veut aller sur Twitch, y compris les grands groupes, les grands médias? Qu'est-ce qui différencie un Samuel Etienne qui réussit son arrivée sur la plateforme d'un Le Live qui échoue complètement et se rend ridicule aux yeux de tout le monde? Quel est l'avenir de la plateforme et finalement, est-ce que Twitch va pas devenir petit à petit la nouvelle télévision de demain? Je suis Louis Laborde et cette vidéo vous est proposée par Agora Pulse, générique. Mais avant de parler des grands groupes de BFM, de TF1, de Webedia qui veulent investir la plateforme, il faut revenir bien en arrière. Twitch, ça a été créé en 2011 par Justin Kan et Emmett Shear. Ils ont grossi petit à petit jusqu'à être rachetés par Amazon en 2014 pour quasiment $1 milliard. Même dans le monde des startups, même dans le monde d'Internet, $1 milliard, c'est vraiment un contrat qui est absolument énorme et ça n'arrive pas tous les 4 matins. Depuis qu'ils ont été rachetés en 2014, ils ont eu évidemment la puissance de feu d'Amazon derrière eux, des gros budgets et donc depuis 2014, ils n'arrêtent pas d'améliorer leur technologie, améliorer leurs services, petit à petit, prenant chaque année une part de marché plus grosse dans le monde du streaming. Donc Twitch s'est développé et pas mal développé même depuis 2014, mais on va pas se mentir, jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans en arrière, pour le grand public et encore ceux qui avaient entendu parler de la plateforme, Twitch ça restait quand même un site de niche, un endroit où se retrouvaient tous les geeks du monde pour jouer ensemble en ligne aux jeux vidéo. Heureusement aujourd'hui c'est une vision populaire qui a quand même pas mal changé, l'opinion de Twitch a vraiment muté au cours des dernières années, surtout en France, et ce notamment grâce à quelques lives, quelques organisations, quelques événements qui ont vraiment braqué tous les projecteurs sur la plateforme et qui ont permis à Twitch de devenir de plus en plus connu aux yeux du grand public et souvent pour de bonnes choses. L'exemple le plus parlant, je pense que ça reste le Z-Event. Depuis 2016, un événement tous les ans organisé par Zera et Dash qui est et qui reste à ce jour encore aujourd'hui le plus gros événement caricatif jamais organisé sur Twitch dans le monde entier. C'est vraiment un événement dont quasiment tout le monde a entendu parler. L'an dernier, pour la dernière édition, malgré le fait de l'avoir fait en plein coronavirus, ils ont réuni plus de 5 700 000 € pour Amnesty International, c'était un record. Tous les journaux se sont mis à en parler, on l'a vu à la télé, dans les blogs, ta grand-mère, ton grand-père t'en ont même peut-être déjà parlé. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça, quand on sait que même dans le monde du caricatif, 5 700 000 €, c'est absolument énorme et on voit pas ça tous les jours. Quand on sait que sur les 3 jours d'événement, il y a quand même eu 2 500 000 viewers uniques qui sont passés sur le live, ça commence à faire un paquet de monde et donc ça fait partie de ces premiers gros coups qui ont braqué tous les projecteurs sur Twitch. Et pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, très simplement, le Z-Event, c'est 3 jours de live non-stop, un gros marathon qui réunit plusieurs dizaines de streamers, souvent les plus connus de France, et tous les dons pendant ces 3 jours faits par les viewers, par leur audience, sont reversés à un organisme. L'année dernière, c'était Amnesty International qui a été choisi pour recevoir ces 5 700 000 €, ce qui fait tout de même 100 000 € de l'heure. Ce qui fait que, comme j'ai dit précédemment, on en a parlé absolument partout, jusqu'à même avoir un tweet du président en personne qui a félicité toute l'équipe du Z-Event. Et merci à Manu pour son tweet qui me fait une transition toute trouvée vers le deuxième événement qui a vraiment braqué encore une fois tous les projecteurs sur Twitch, qui a été le Débaton en 2019. Donc le Débaton, il a été organisé en 2019 et c'était un live de 11 heures non-stop durant lequel une dizaine à peu près de ministres du gouvernement en fonction se sont relayés pour discuter un petit peu avec les personnes qui animaient le live et avec le chat tout simplement pour répondre aux questions des jeunes, répondre aux questions que se pose le peuple sur Twitch. Et ça encore, c'est quand même un événement qui a montré que Twitch était bien plus qu'une plateforme pour geeks, parce qu'à partir du moment où le président en fait un tweet et où une dizaine de ministres se relaient sur Twitch spécifiquement, c'est qu'on commence mine de rien à accorder pas mal de crédit à la plateforme. Et cette crédibilité, elle est vraiment hyper importante. D'une part pour casser ce stéréotype du gamer qui joue tout seul dans sa chambre. On a vu que ces gamers justement étaient capables de réunir des millions d'euros en un week-end pour une association caricative. Et au-delà de ça, les gens ont commencé à comprendre que sur Twitch, il n'y avait pas uniquement des jeux vidéo, on pouvait aussi discuter, on pouvait aussi avoir des débats, on pouvait aussi proposer des émissions qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Ces événements-là, ils ont fait énormément de bien à la plateforme, mais c'est absolument rien comparé à l'impact qu'a eu malheureusement le premier confinement en France et un petit peu mondial sur la plateforme, parce que durant cette période où tout le monde était bloqué chez soi, avec beaucoup plus de temps libre, avait aussi un manque de relations sociales, Twitch était vraiment la plateforme qui était vouée à exploser.
Sur ce premier graphique par exemple, on voit le nombre d'heures visionnées sur la plateforme et il y a clairement une très forte explosion au début de l'année 2020, explosion qui s'est pas arrêtée en si bon chemin depuis parce qu'on peut voir que ça continue encore de monter. Mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, il n'y a pas seulement une explosion de la consommation de live mais aussi de la production. On le voit avec ce deuxième graphique sur lequel on voit le nombre d'heures qui ont été streamées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui consomment les lives depuis le premier confinement, mais il y a aussi énormément de personnes qui se sont mis à faire de live, qui se sont mis à streamer, souvent pour de petites audiences, mais on voit qu'au final, il y a énormément de contenu qui est proposé sur la plateforme. Et sur ce troisième et dernier graphique, on voit que Twitch a vraiment pris l'ascendant sur Facebook Gaming ainsi que sur YouTube Gaming qui sont un petit peu les deux grands rivaux de la plateforme en dominant quasiment les 3/4 de sa part de marché. Aujourd'hui, ça y est, personne ne peut en douter, Twitch est devenu une plateforme hyper puissante. Et encore plus intéressant que ça, il n'y a pas que la quantité de contenu qui a été produit ou consommé qui a changé, il y a aussi eu un gros bouleversement dans la manière de consommer du contenu sur Twitch, dans le type de contenu qui est proposé, mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Donc là, on voit un peu déjà venir l'arnaque. La plateforme qui commence vraiment à exploser, qui commence à attirer l'attention, qui est de plus en plus crédible grâce aux politiques, il y a de plus en plus de monde sur la plateforme, elle explose pendant le confinement. Forcément, les grands groupes, les grands médias commencent à sentir un petit peu une belle opportunité. Et les opportunités qu'ils veulent saisir, on va justement voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. En fait, il y a plusieurs raisons qui poussent aujourd'hui les grands groupes, les grands médias traditionnels comme TF1, comme BFM, comme certains partis politiques même, à vouloir se lancer sur la plateforme Twitch. Et ces raisons, je vais rapidement te les énoncer parce que c'est hyper important pour comprendre ce qui va arriver sur la plateforme ensuite. La première raison, elle est toute bête, mais c'est qu'aujourd'hui, Twitch, ça n'est plus que du jeu vidéo. On peut le voir sur ce graphique notamment, la catégorie Just Chatting a pris au fil des mois, au fil des années, de plus en plus de place jusqu'à devenir aujourd'hui la toute première catégorie de lives qui sont diffusés. Pendant des années, c'était des lives sur League of Legends par exemple qui étaient en tête du classement. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ça n'est même plus un jeu en particulier, c'est la catégorie Just Chatting. Donc ça joue énormément dans le fait de montrer aux grands groupes que Twitch, c'est plus un repère de geeks comme je disais, mais c'est au contraire une plateforme sur laquelle tous les mois, des millions de Français vont pour consommer du contenu qui touche un petit peu à tout type de thématique. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, notamment les grands groupes de télé ont vraiment urgemment besoin de rajeunir leur audience. Si on regarde sur ce graphique, on voit très clairement que l'audience des grandes chaînes de télévision est en train de vieillir inexorablement. Chaque année, l'audience est encore plus vieille que l'année précédente et on sait bien aujourd'hui, les chaînes de télé ont vraiment du mal à accrocher les jeunes, ont vraiment du mal à se renouveler. Ils proposent toujours un petit peu le même type de contenu, mais ça aujourd'hui, ça plaît pas forcément aux nouvelles générations. Et ça, c'est vraiment un énorme problème pour eux parce que tu peux pas viser le long terme tout en sachant que les personnes qui regardent aujourd'hui tes émissions, un jour seront plus là pour des raisons plutôt évidentes et en sachant très bien que les générations suivantes auront jamais vraiment accroché avec ton contenu. Donc pour survivre, littéralement pour survivre, les chaînes de télé ont besoin de captiver l'attention des générations plus jeunes et ils voient bien que sur Twitch, c'est un super moyen d'y arriver. La troisième raison, et ça va un petit peu dans ce sens-là, c'est que Twitch aujourd'hui, c'est à la mode. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Samuel Etienne est aujourd'hui, aux yeux des moins de 25 ans, des 18-25 ans en France, le journaliste ou le présentateur télé le plus cool de France. Peut-être à ex-aequo avec Denis Brognard qui triche un petit peu, mais on est tous d'accord pour dire que Twitch aujourd'hui, c'est à la mode. Et ça, les chaînes télé, elles le voient bien. Elles ont envie d'être jeunes, elles ont envie d'être à la mode, donc elles n'ont pas envie de rater le coche. Et si tu es un fan de Samuel Etienne, ne t'inquiète pas, un petit peu plus tard dans la vidéo, on va revenir un peu plus en profondeur sur les raisons de sa réussite et l'impact que ça a auprès de ses confrères dans le monde de la télévision, et tu vas le voir, c'est très intéressant. Et enfin, la quatrième et dernière raison, même si je pourrais t'en citer plein d'autres pendant des heures et des heures, on va essayer de rester concis, c'est que Twitch, c'est un super laboratoire pour tester des choses tout simplement pour les grands groupes de télé. Ça leur permet de tester des nouveaux formats, de voir à quel point est-ce que les jeunes accrochent ou non à ces formats avant de lancer une production en télé qui coûte en général beaucoup plus cher que faire des petites productions sur Twitch. En plus de ça, ça leur permet de petit à petit apprendre de leurs erreurs. À force de se faire bâcher, ils commencent à retenir un peu les leçons et ils commencent à comprendre un petit peu les codes d'internet, les codes pour vraiment bien s'intégrer sur Twitch et même sur d'autres plateformes, parce que ça c'est quelque chose qu'ils ont aussi fait sur YouTube par exemple. Et petit à petit, ils comprennent un petit peu ce qu'aiment voir et consommer les jeunes, et ça, même dans des émissions télé, ça va les aider parce qu'ils vont pouvoir intégrer quelques éléments qu'ils ont appris sur le web à des productions qui sont déjà en place à la télévision. Maintenant que tu as compris pourquoi ces grands groupes veulent tous venir sur Twitch absolument et tous en même temps,
il faut qu'on parle de sujets un petit peu plus croustillants. On va devoir aborder dans cette vidéo quelques petites débâcles, quelques fails, quelques lancements qui ont été la source de nombreux mèmes sur Twitter. On va parler des premiers fails et des gros fails qui ont eu lieu sur Twitch, mais je vais pas juste faire un petit résumé du lancement de Le Live, du lancement de BFM. On va essayer surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont fail, pourquoi est-ce qu'ils ont complètement foiré leur lancement et comment est-ce que petit à petit ils sont pour certains en train de corriger le tir. Tu vas le voir notamment au niveau de BFM, tu serais surpris de voir ce qu'ils sont en train de proposer sur leur chaîne Twitch. Bon, la première chose qui explique les échecs lors des lancements de ces gros groupes, c'est naturellement la défiance qu'il y a entre d'une part le monde d'internet et d'autre part le monde de la télé. C'est une défiance qui a été construite depuis plusieurs années. On a tous en tête les images du passage de Squeezie ou de Natou chez Ardisson où ils se sont fait descendre, où le monde de la télé, si on généralise vraiment les choses, a essayé pendant des années de ridiculiser, un petit peu de clasher, de descendre le monde d'internet. Aujourd'hui, c'est un petit peu la revanche entre guillemets parce que ça y est, tous les grands groupes télé voient qu'ils sont de moins en moins à la mode, que Twitch est à la mode, donc ils veulent venir sur internet et là, c'est un petit peu le retour du bâton, ça pardonne pas. Évidemment qu'ils sont pas forcément toujours les bienvenus. Alors on est d'accord, Webedia ou BFM TV n'ont rien à voir avec Ardisson, ils n'ont rien demandé, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a vraiment une méfiance qui est naturelle, qui est un petit peu justifiée quand on voit des grandes entités arriver sur Twitch. Ils arrivent là avec un plan d'action, avec une stratégie, et c'est loin d'être l'image du petit streamer qui se filme tout seul dans la chambre de ses parents, qui tourne et qui carbure uniquement à la passion et pas au chiffre d'affaires. C'est vraiment aux antipodes, et quand on voit arriver ça, on le sent venir de loin, on le sent venir de très loin même, et donc tout de suite on est sur la défensive. Mais bon, ça on l'a bien vu, les grands groupes, ils l'ont pas tous compris, ils sont arrivés très sur deux, trop sur deux, avec un gros budget, en disant voilà, on va faire ça comme ça, on a compris les codes d'internet, on a compris ce que voulait la commu, et donc on va pouvoir révolutionner le Twitch game. Malheureusement pour eux, ça s'est pas toujours passé comme ça, et ça a eu pour conséquence de créer des flops et des moments de gênance absolument mythiques. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur le grand, le seul, l'unique, le lancement de Le Live par Webedia. Alors tout d'abord, Webedia, faut comprendre que c'est un très grand groupe français qui produit aujourd'hui de nombreux youtubeurs, certains très connus, mais possède aussi, comme peu de personnes le savent, beaucoup de sites comme Allociné, comme jeuxvideo.com ou encore 750 grammes qui est un des plus gros sites de recettes en France aujourd'hui. Quand ils sont arrivés avec Le Live on Air, l'idée était assez simple. Produire une chaîne sur laquelle tous les soirs il y aurait des lives et des émissions assez qualitatives, assez produites et surtout n'oublions pas 100% commu qui rassemble à la fois des stars d'internet ou plutôt des anciennes stars d'internet et des stars de la télé pour générer un maximum d'audience et un maximum de bénéfices afin de faire une opération hyper rentable. Bon, il y a juste eu un tout petit problème pendant leur live, c'est qu'il n'y a absolument rien qui allait. Déjà niveau technique, ils étaient à la ramasse et c'est plutôt affligeant pour un groupe de cette taille et avec autant de moyens. Le site était buggé, on entendait une fois sur deux pendant les lives. En plus de ça, ils sont arrivés sur la plateforme super confiants en se disant qu'ils ont compris tous les codes de Twitch alors qu'on a bien vu que c'était pas le cas. L'audience était de base un petit peu méfiante parce qu'on a vu quelques retours, notamment sur Twitter, de personnes qui disaient sentir venir le gros malaise. Et en plus de ça sur Twitch, avoir des émissions qui aient de tels moyens de production derrière, on n'avait pas trop l'habitude. Et pour couronner le tout, ils ont vite été ban par Twitch pour avoir évoqué un certain politique allemand des années 40 ou prononcé à plusieurs reprises le N-word dans une séquence qui restera dans toutes nos mémoires. Et tout ça uniquement durant la première soirée de lancement. Ça a suffi pour enterrer définitivement ce projet aux yeux des viewers qui se sont empressés de convertir, les petits coquins, les heures de live en un maximum de mèmes qui ont pullulé sur Twitter pendant un bon moment. Bref, pour Webedia, c'est énormément de temps, d'argent et d'efforts investis dans un projet qui a été complètement abandonné et mis de côté après 2 ou 3 mois de service, quand ils ont vu que malgré le fait que les semaines passent, l'audience restait vraiment au ras des pâquerettes et qu'avec ce genre d'audience, ils pourraient jamais rentrer de leurs frais et encore moins espérer faire du bénéfice. Un deuxième exemple, c'est la tentative de live de BFM qui voulait commenter l'actualité sur Twitch avec une journaliste, envoyer la pauvre au pilori durant un live de test qui a vraiment tourné au cauchemar pour elle. Le chat était uniquement là pour la troller et avait absolument aucune objectivité ou volonté de pousser BFM TV à s'améliorer. Encore un gros échec de ce côté-là. Et je trouve ça même un petit peu dommage qu'il y ait eu autant de trolls sur ce chat parce que franchement, ça représente absolument pas l'esprit qu'il y a sur Twitch au quotidien. On pourrait aussi parler des tentatives de Canal+ avec Click, de RMC avec l'Afterfoot, mais ces projets ont aussi tous été abandonnés.
Au final, c'est un petit peu toujours la même chose, des idées qui sur le papier peuvent être pas mal, des propositions qui pourraient vraiment donner quelque chose de chouette sur la plateforme, mais faites par des entités, des grands groupes qui arrivent en pensant tout savoir, qui se mettent très vite l'audience de Twitch à dos, et au final ils finissent tous par jeter l'éponge parce qu'ils rentrent pas dans leurs frais et qu'ils ont l'impression de pas vraiment comprendre comment fonctionne la plateforme. Mais pour autant, je pense pas que ces échecs aient été inutiles. Les grands groupes ont réussi petit à petit à apprendre de leurs erreurs, et depuis peu on commence à voir émerger de vraies réussites de leur part sur Twitch. L'exemple le plus parlant, ça reste quand même celui de Samuel Etienne. C'est un mec qui toute sa vie a été journaliste et animateur à la télé ou à la radio, avec la matinale de France Info ou alors et surtout avec Question pour un champion. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un pur produit du monde de l'audiovisuel et du monde de la télé. Et pourtant, à 48 ans, il est invité par Étoile lors de la Nuit de la Culture sur Twitch et il découvre avec fascination ce nouvel univers pour ensuite décider de lancer sa propre émission sur Twitch. Lui, l'enfant de la radio, l'enfant du monde de la télé, décide de se lancer sur Twitch et ça marche. Le secret de sa réussite ? L'humilité. Tout simplement. Il a su arriver avec tout son bagage et toute son expérience sans prétendre ne rien connaître et laisser les streamers lui expliquer comment ça se passait sur Twitch. Depuis, il est souvent invité dans plusieurs émissions différentes, mais il est principalement présent sur sa propre chaîne Twitch où il décrypte tous les matins l'actualité dans son émission qui s'appelle La Matinée Etienne. En plus de ça, c'est le roi des jeux de mots. Et franchement, c'est un gros succès. Il a plusieurs dizaines de milliers de viewers qui sont au rendez-vous tous les jours et il arrive à redonner goût à l'actualité et à la politique à une partie de la population plutôt jeune qui avait parfois complètement décroché. Il parvient même à intégrer dans son émission le Premier ministre Jean Castex pour un débat avec le chat qui, même s'il n'était pas parfait au goût de tous, a eu le mérite d'exister et a eu le mérite d'ouvrir la discussion un peu plus entre les jeunes et la politique et on peut que le féliciter pour ça. Alors c'est vrai que Samuel Etienne, c'est vraiment le meilleur exemple de réussite de quelqu'un qui vient du monde de la télé sur Twitch. Mais ça s'explique aussi en partie par le fait qu'il arrive en personne et pas en tant que quantité. Aujourd'hui, Twitch, on est d'accord, c'est surtout fait pour les personnes. Quand on regarde un streamer, on regarde un streamer. Parfois, ils se réunissent, ils font des émissions ensemble, mais de base, on suit surtout une personne avant de suivre une entité ou une marque. Et c'est là que les marques ont un petit peu de mal, c'est là où TF1, BFM, Webedia ont un petit peu de mal. Ils ont un peu de mal à comprendre qu'aujourd'hui, on ne suit pas une chaîne de télé, mais on suit une personne, on suit une identité précise. Et je pense que c'est aussi une raison qui fait que Samuel Etienne réussit bien aujourd'hui sur Twitch. Il n'arrive pas avec le drapeau France 2 ou avec le drapeau France Télévisions, il arrive avec sa personne en tant que Samuel Etienne. Tout à l'heure, je vous parlais de BFM TV. C'est vrai que le premier live a vraiment été une catastrophe. J'espère que la journaliste s'en est remis depuis, mais vous allez voir qu'ils ont su apprendre de leurs erreurs et proposer du contenu qui aujourd'hui est vraiment mieux et plaît à un petit peu plus de monde. Ils ont un format qui s'appelle Margot de Frouville répond à vos questions, qui est une émission où ni plus ni moins la journaliste répond aux questions du chat concernant l'actualité. Parfois même, ils commentent un petit peu ce qui passe sur la chaîne télé de BFM et c'est bien parce que ça permet d'avoir un autre retour. C'est comme si tu regardais la chaîne avec une journaliste qui t'explique un peu les pourquoi du comment. Mais contre toute attente, ils se testent aussi à deux formats totalement différents, comme celui-ci qui s'appelle One Piece, comment expliquer le succès, dans lequel, encore une fois, on a des journalistes et des experts qui se relaient et qui essaient un petit peu de décrypter l'explication du succès phénoménal qu'a connu le manga One Piece. Alors oui, on le sait, on le voit venir, ça s'est ancré dans une stratégie, ils savent très bien que c'est des thématiques qui vont intéresser plus les jeunes que les reviews d'actualité, mais on peut quand même souligner que depuis le premier échec, il y a eu vraiment des améliorations, il y a du mieux, et petit à petit, ils commencent un petit peu à comprendre comment ça se marche sur Twitch. Alors oui, on est d'accord, comparé aux audiences qu'ils ont quotidiennement à la télé pour BFM TV, 10 000 viewers par jour, c'est absolument rien, mais on peut quand même souligner le fait qu'ils s'améliorent petit à petit, ils commencent à comprendre comment ça marche et à proposer du contenu qui est de plus en plus apprécié sur Twitch, malgré leur réputation plutôt mauvaise qui leur colle à la peau, surtout sur internet. Maintenant qu'on a vu comment Twitch s'est développé petit à petit pour finir par attirer l'attention et les convoitises des plus gros, est-ce qu'on est en mesure avec tout ce qu'on sait de prédire si oui ou non Twitch va se transformer petit à petit en la télé de demain? Est-ce qu'on est en mesure de prédire quelle direction la plateforme va prendre dans les mois et dans les années à venir? C'est justement ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Grosso modo, on peut imaginer deux scénarios différents. Dans le premier scénario, les grands groupes, les grandes entités, les partis politiques continuent d'essayer de se faire accepter, continuent d'essayer de faire des lancements, continuent d'essayer de proposer de nouveaux formats à chaque fois un petit peu plus améliorés que les précédents, mais à chaque fois, ils tombent sur une armée de viewers qui les aime pas, qui veut pas d'eux, qui a envie de garder ce côté authentique sur Twitch, et ils finissent tout simplement par abandonner l'idée de se faire une place sur Twitch, se disant que c'est beaucoup trop d'argent investi, beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie pour
pour un résultat qui n'est toujours pas là. Donc ça, c'est un petit peu le premier cas de scénario. Ils essayent, ça marche pas, on veut pas d'eux, ils comprennent pas les codes, ils comprennent pas qu'il faut pas faire ça à leur manière et qu'il faut qu'ils s'adaptent au monde de Twitch. Ils se cassent les dents sur Twitch et finalement, ils arrêtent pour arrêter de perdre encore plus d'argent. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est pas ça. C'est plutôt un deuxième scénario dans lequel, certes, il y aura encore des erreurs, certes, il y aura encore des grands fails qui vont nous régaler, mais petit à petit, les grands groupes, les grandes entités vont commencer à apprendre de leurs erreurs, vont commencer à descendre un peu d'un cran et arriver en étant un petit peu plus humble sur la plateforme, vont commencer aussi, pourquoi pas, à se faire aider par des gens du milieu, à se faire conseiller par des gens de la plateforme qui connaissent vraiment bien Twitch et qui comprennent comment ça marche, pour au final proposer du contenu qui sera de plus en plus accepté par la majorité des viewers. Mais en fait, si on regarde bien, c'est déjà un petit peu le cas. Si on prend Popcorn par exemple, c'est une des émissions les plus suivies en France, c'est produit par Webedia, c'est quelque chose qui est vraiment de top qualité, c'est une production quasiment télé, une production dans laquelle on retrouve plusieurs personnalités, plusieurs streamers différents du monde de Twitch, et c'est une émission qui cartonne. C'est une des plus suivies, alors qu'elle respecte quand même pas mal de codes de la télé au niveau de la qualité de la production, mais on sent quand même que c'est adapté à Twitch, c'est fait par des personnes et présenté par des personnes qui sont de Twitch de base, qui comprennent ça, qui arrivent avec leur audience, avec leur humour, avec leur personnalité, avec leur style, et donc ça fait un savant mélange entre une production vraiment professionnelle et télé et un monde de Twitch, et franchement ça va hyper bien ensemble et ça crée une super émission qui est aujourd'hui largement acceptée par tout le monde. Et pour revenir sur l'exemple du débatton, c'est un petit peu ce côté-là aussi, c'est quelque chose de très produit, très sérieux, avec quand même une dizaine d'hommes politiques, de ministres qui passent, mais ça est quand même fait dans les codes de Twitch, c'est quand même fait avec des personnes qui connaissent vraiment Twitch, qui sont créateurs de contenu sur Twitch, et donc ça fait un savant mélange entre monde de la télé et monde de Twitch, qui encore une fois a été plutôt bien reçu. Et on peut même aller plus loin en faisant le parallèle avec YouTube. Si vous vous souvenez, YouTube, il y a encore 5 ou 10 ans, c'était pareil. Au début, c'était que des personnes, des créateurs qui se filmaient dans leur chambre avec un petit objectif fisheye. Et ensuite, il y a des grands groupes, des trucs très produits qui sont arrivés. Ça a un petit peu grincé des dents, ça a un petit peu coincé. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement accepté. Si on regarde ce que fait Canal+, par exemple, avec des extraits de clics, avec les épisodes de Brood qui sortent en ce moment, c'est des vidéos qui cartonnent absolument sur YouTube, alors que de base, c'est des choses qui sont faites pour la télé. Mais maintenant que vous savez tout ça et que cette vidéo est certifiée, n'oubliez pas 100% commu, n'hésitez pas à écrire en commentaire tout simplement ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez l'avenir de Twitch, est-ce que pour vous les politiques sur Twitch c'est une bonne ou une mauvaise chose, je serais vraiment curieux d'entendre tout ce que vous avez à dire. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce n'est que la première d'une longue série, il y en aura plein d'autres autour des réseaux sociaux, autour d'internet, donc si vous voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.